Chris Brown tient le volant de la voiture, il regarde Rihanna et c'est là qu'il va lui dire « Tu vas voir, je vais te... » Quand on va rentrer à la maison, la scène est totalement dingue parce que Rihanna essaie de se défendre. Elle lui tire son t-shirt pendant qu'il conduit la Lamborghini qui dandine. Ce moment-là est inédit parce que quelques minutes encore avant ça, ils étaient à la soirée de Clive Davis, ils s'amusaient, ils faisaient la fête. Ils étaient ce couple star du game, jeune, beau, fringant, qui chantait ensemble Umbrella. Et c'est justement le parapluie de l'amour qui les divise parce que lors de la soirée, Rihanna repère qu'il y a une ex de Chris Brown et quand elle est dans la voiture, elle voit un texto, très long texto de cette fameuse ex qui a parlé à Chris Brown, lui signifiant que Chris Brown savait que la fille serait à la soirée avant qu'elle n'y aille. C'est donc là que Rihanna complètement s'énerve, elle se met à l'insulter, à l'agripper. Chris Brown est toujours au volant et lui aussi s'énerve. Il prend d'abord la tête de Rihanna et il la met contre la vitre et après il commence à la frapper avec une main pendant qu'il conduit la Lamborghini avec l'autre main. Rihanna de son côté, dès qu'il la lâche, essaie d'appeler son assistante et elle fait croire qu'elle laisse un message vocal en lui disant « Appelle la police ». Dès qu'elle lui dit ça, Chris Brown lui dit « Tu viens de faire la chose la plus stupide qui soit, je vais vraiment te tuer cette fois ». Tout ce que je viens de vous dire est dans la déclaration et c'est donc là qu'il commence à frapper Rihanna avec ses pieds et avec ses mains. Elle essaie de se protéger et là pour le coup elle a vraiment peur, donc du coup elle appelle son assistant pour demander de l'aide. Chris Brown réussit à rattraper le téléphone en la mordant. Il prend le téléphone, il jette par la fenêtre et les deux commencent donc du coup à se battre parce que Rihanna se défend. Chris Brown est obligé d'arrêter la voiture. Quand il le fait et qu'il a un moment d'inattention, Rihanna prend les clés de la voiture. Ça relance la dispute et c'est donc là qu'il va commencer à l'étrangler. Elle va commencer à tendre les bras pour se débattre et essayer donc de lui lever les yeux pendant qu'il avait les mains sur son cou. Il va lui mordre la lunaire et le majeur gauche. Et c'est donc comme ça qu'il va la relâcher parce qu'il va y avoir un passant, vu qu'ils étaient arrêtés, qui va venir quand Rihanna va crier à l'aide. Et c'est donc cet événement fatidique qui va lancer l'affaire entre Rihanna et Chris Brown, qui était l'un des couples phares de la scène musicale en 2009. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce jour-là, ce n'était pas la première fois. Chris Brown's an amazing and talented musician, but let's call a thing a thing. He's an abuser of women, consistently, unapologetically. You still got on that drill? When is your hearing for your restraining order? There's a long list of various different women So you can upset. Are you sure you don't really call Victor Davis and come talk to you? who've accused Chris Brown of assaulting them. Singer Chris Brown, who's been detained in an alleged case of rape. He has an audience full of assault deniers. Est-ce le tour de Chris Brown? Vous le savez désormais, un documentaire sur Chris Brown et son historique de violence, une sorte de Surviving Chris Brown, après le Surviving Dre, le Surviving R. Kelly, le documentaire sur Diddy qui arrive bientôt, et le documentaire, même je sais que vous l'avez oublié, sur Russell Simon, avorté par la montée du hip-hop contre Oprah Winfrey, et un documentaire sur Chris Brown qui sortira le 27 octobre. Mais vous n'êtes pas surpris parce que vous suivez très bien cette chaîne, vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas seulement de le faire, de vous abonner parce qu'on en avait parlé. Je l'avais prédit à plusieurs reprises que Chris Brown, ça arriverait. Alors, ça arrive peut-être un peu plus tôt que prévu, même si en réalité je ne le pense pas. Mais en privé, je l'appelle souvent le mort-vivant pour cette bonne raison-ci et pour la notion qui ne devra pas quitter votre esprit tout le long de cette vidéo. La notion de prison. Qu'est-ce qu'une prison en fait? Vous avez 4 heures. En 2008, Chris Brown et Rihanna sont des superstars. Nous ne sommes pas dans une vidéo sur leur carrière, même si ça aurait été génial d'y entrer parce que Rihanna sort Good Girl Gone Bad, qui est donc l'album qui va la définir en tant que pop star. Et de son côté, Chris Brown confirme ce qui était attendu de lui avec Exclusive. En plus, il fait la réédition de l'album avec des titres comme Forever. Et il écrit derrière parce qu'il a une capacité aussi d'écrire des titres pour d'autres personnes. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce qu'on se dit. On se dit qu'il a tous les talents, danse, chant, vraiment prestance scénique. Et donc, du coup, il écrit pour sa copine, sa petite amie, le titre Disturbia. À la face du monde, tout semble aller bien, ils semblent tout avoir, mais ils sont déjà dans la prison d'une relation toxique. C'est-à-dire qu'en 2008, lors d'un voyage en Europe par exemple, Rihanna est énervée contre Chris Brown et elle le gifle. D'un coup, Chris Brown réagit, il la balance contre le mur. En 2009, quelques semaines simplement avant cette soirée au Pre-Grammy, en fait, ils sont dans une voiture à la Barbade. Chris Brown et Rihanna encore une fois se disputent. Chris Brown n'est pas content et il est au volant. Rihanna le pousse. Ils décident donc de la frapper et aussi de casser la vitre de la voiture qu'ils avaient louée. I still love Rihanna, but I'm just gonna be honest.
we would fight each other. She would hit me, I would hit her. But it never was okay. It was always a point to when we talk about it, like, yo, what the fuck are we doing? Like, I don't like that. I don't like you slapping me. If I go on stage, I got a scratch on my face, and I gotta explain it like, oh, no, I fell, or if you got a scar or whatever, or a bruise, you gotta put makeup on it. I feel like shit. Like I'm not ever trying to put my hands on any female. Like me, I felt like a fucking monster. Globalement, c'est une relation où ils se battent et ils se disputent tout le temps. Ils sont déjà dans ce truc extrêmement toxique qui va juste totalement exploser à la face du monde parce que les images sont choquantes. Je sais que pour beaucoup, vous vous rappelez de la photo de Rihanna qui leak dans la presse parce qu'un policier se fait payer par les médias américains. Et donc, du coup, le monde est choqué de voir le visage de Rihanna. Et c'est à partir de là qu'effectivement, il y a la fameuse fracture dans la carrière de Chris Brown. Il perd toute une partie de l'audience grand public parce qu'il perd ses deals avec plusieurs grosses marques, que plusieurs cérémonies ne veulent plus le recevoir parce qu'il devient un peu trop problématique pour eux, l'image n'est pas bonne, et aussi la communication à l'époque fut extrêmement mauvaise. Pendant très longtemps, ils ne vont rien dire, c'est bizarre quand même, genre, tout leak dans la presse, ils ne disent rien, et d'un coup, Chris Brown fait une vidéo YouTube dans laquelle il vient en mode, vraiment, mon avocat m'avait dit de ne rien dire, mais maintenant je veux parler, et bientôt je parlerai. Enfin, la vidéo est très froide, pas d'émotion par rapport à ce qui s'est passé. Since February, my attorney has advised me not to speak out, even though ever since the incident, I wanted to publicly express my deepest regret and accept full responsibility. Et surtout, en comparaison avec la vidéo de Rihanna, qui va, elle, chez Diane Sawyer, décrire l'événement et surtout utiliser des mots très forts. Elle va dire, franchement, j'avais l'impression de ne pas le reconnaître, son regard ne ressentait rien, il était vide, il était froid, je n'arrivais plus à savoir avec qui j'avais affaire et j'ai eu très peur pour ma vie, mais, et c'est là où l'interview de Rihanna était super intéressante, elle dit, je ne lui souhaite pas de mal, je ne le déteste pas. Elle semble même dire quelque part que je l'aime toujours, je veux qu'il ait une belle carrière, mais ce moment-là, franchement, c'est ouf ce que j'ai vu. Read the police report. It says he shoved her against her window, punched her in the left eye. That at one point your mouth is filled with blood. Yes. They quote him as saying, I'm going to beat the shit out of you when we get home. And at another point, now I'm really going to you. He had no soul in his eyes. Just blank. Souvent, les fans vont vous dire, oui, mais en fait, c'était en 2009, ça fait il y a 15 ans, Rihanna aussi le frappait. Et je trouve que dans cette interview, elle le dit, parce que Rihanna vient d'un foyer où il y avait beaucoup de violence conjugale, et je pense que sans être un analyste de fou, elle a repris certains de ces comportements-là. Donc du coup, elle dit oui, c'est vrai que nous avions une relation assez mouvementée. Mais ce jour-là, précisément, il y a quelque chose. J'ai vu, on pourra qualifier ça d'éclair. J'ai vu une sorte d'éclair là que j'avais jamais vu. J'ai eu peur. Et je pense qu'elle était encore très éprise de lui. Donc je lui souhaite le meilleur. Et j'espère qu'il ne reproduira pas ça. Mais ce que j'ai vu, quand même, ça m'a laissé pantois. Elle va le garder comme ça. Chris Brown va avoir son passage à vide. Et encore une fois, les fans vous disent, ne vous en mêlez pas parce qu'elle est revenue. Il y a eu ce fameux moment pendant l'hommage à Michael Jackson qui, selon moi, lui a beaucoup servi autour de l'affection d'un certain public, à savoir qu'il pleure après l'hommage au BET et tout. Et comme il est dans sa période dure, ça marque les gens. Je dis que c'est vraiment un gamin, il a à peine 20 ans et il a déjà tout ce poids sur les épaules. Peut-être qu'il a besoin d'une autre chance, et c'est aussi quelqu'un qui travaille pendant toute cette période là. C'est une de mes périodes préférées de lui. On le voit beaucoup avec Kevin McCall sur Twitter, sur MySpace. Il travaille pour retrouver cette carrière là, chose qui va lui arriver. Rihanna va effectivement lui pardonner et se remettre avec lui, et mon problème avec le fait qu'elle se soit remise avec lui n'a jamais été le fait qu'elle se remette avec lui en soi. Mon problème a toujours été qu'elle l'ait fait avec le remix de Birthday Sex. Elle avait fait une vraie campagne sur la sensibilisation des jeunes femmes, sur les violences conjugales, et quand elle se remet avec lui, elle le fait sur une chanson super sexuelle. C'est vraiment en mode, oui, bon, maintenant que j'ai été frappé, on peut ouvrir les jambes. Ça n'avait aucun sens. Il y avait aussi le fait qu'elle avait des problèmes avec Jay-Z. Je crois que je l'avais expliqué dans la vidéo sur Rita Ora et la rivalité entre les deux, et qu'elle s'est un peu servie de cette relation pour faire gros dos. Toujours est-il que, à partir de cet événement-là, il va y avoir deux lignes, on dirait, dans la carrière de Chris Brown. Une grande partie du public R&B qui va lui pardonner et qui va continuer d'écouter ses tubes, et une grande partie du public mainstream qui va le bannir. Entre ces deux-là, il va y avoir les médias mainstream qui vont retenir une chose, à savoir l'éclair.
eux, ils vont continuer à suivre le fameux éclair dont rien n'avait parlé. On se dit, ah, on n'est pas encore sûr que c'est Michael Jackson, mais oui, elle a parlé d'un éclair là, d'une tempête là. On va essayer de comprendre ce qui va se passer. On va essayer de comprendre quand la foudre frappe, et elle va frapper assez rapidement. Parce qu'à partir de 2011, quand il fait le retour avec Fame, l'album Forget All My Enemies, il est à la télévision américaine au Today Show, c'est vraiment aussi l'album du comeback parce qu'il a des tubes dans cet album, il faut le défendre. Et la journaliste lui pose des questions sur un fait rien là pour savoir comment il le vit. Et d'ailleurs c'est le titre de l'album parce que c'est aussi For All My Fans. Mais elle lui dit, mais quand tu dis Forget All My Enemies, tu as quand même fait quelque chose d'assez grave. C'est pas qu'on te détestait, mais il y a quand même quelque chose, est-ce qu'il y a une prise de conscience et tout. Et ça énerve Chris Brown. And even the judge, though, afterwards said that you had served your time as far as the community service and that, and moving on. But how have you been able to I've been focusing on this album, you know. I think this album is what, you know, I want people to hear and want people to really get into. So definitely this album is what I want them to talk about and not the stuff that happened 2 years ago. Au lieu de lui parler de son succès de Fame, on le ramène à une histoire d'il y a 2 ans. Il est tellement énervé qu'après la fameuse interview, il rentre dans sa loge et tout ce que les journalistes du Today Show entendent, c'est des bruits de fracas de verre. Chris Brown a pris une chaise, il a frappé la porte vitrée et il a balancé la chaise à l'extérieur. Il a enlevé son t-shirt et il est sorti de là, comme pour impressionner les journalistes, il est parti de là sans t-shirt. L'éclair a refrappé. Mais sa carrière était tout de même relancée, avec des zones de Flurry comme Yeah 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 ou encore des titres comme The Seas. Toujours est-il que le juge, lors de l'affaire Rihanna, avait donné à Chris Brown un truc super intéressant qui, pour moi, montre que cette affaire avait quand même été importante dans sa vie. Ça, c'est mon opinion. Il lui avait donné une mise à l'épreuve. Donc Chris Brown était suivi sur tout ce qu'il faisait. En 2012, Chris Brown se retrouve en boîte de nuit avec Drake. Et là encore, il s'échauffe autour de Rihanna. Il se lance des bouteilles de champagne et il va y avoir au final 8 personnes blessées. Ça, c'est noté par les agents de police qui surveillent Chris Brown. En 2013, Chris Brown est dans une boîte de nuit, il se dispute avec une femme et finalement il va la pousser au sol et selon elle, elle va se fracturer plusieurs ligaments. En janvier 2013 aussi, il a une altercation avec Frank Ocean à l'entrée d'un studio. Il va frapper Frank Ocean et c'est Frank Ocean qui va décider de ne pas porter plainte. Et là encore, le juge des probations voit. Toujours est-il que l'année court et le juge continue à le regarder. En juillet 2013 toujours, Chris Brown a un hit and run, un délit de fuite à Los Angeles avec une jeune femme. C'est encore noté par le juge et il finit par trouver un accord à l'amiable avec l'accusatrice pour que l'affaire soit tassée. En 2013 encore, Chris Brown est avec sa mère et il s'engueule. Il pète un câble, il va prendre un caillou et il va le frapper sur la vitre de sa mère. Sa mère va être totalement tétanisée. Mais tout ça, c'est toujours archivé. L'éclair là est toujours suivi pendant que nous on danse sur des tubes. Parce que cette année là, c'est là où il revient avec un titre beaucoup plus soulful dans la vibe insufflée par Justin Timberlake. Et en octobre 2013, là encore, Chris Brown est hors de son hôtel. Il y a un mec qui veut prendre une photo avec lui. Il énerve Chris Brown parce que lui, Chris Brown est en train de parler avec 2 meufs. Il est un peu en train de draguer. Le mec insiste et finalement Chris Brown finit par lui casser le nez. L'éclair ressurgit. Chris Brown essaie d'avoir un accord à l'amiable et tout. Le juge dit c'est trop. Je te suis depuis quasiment 4 ans. Il n'y a pas 2-3 mois où tu passes sans avoir frappé ou énervé quelqu'un, sans t'être déchaîné sur quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe avec cet éclair là, mais tu vas aller en rehab pour la farine et ensuite tu vas aller en centre pour pouvoir gérer la colère. Le juge est même agacé, il lui dit hier j'écoutais Don't Judge Me, ça me faisait penser à une autre vie. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te comporter normalement? Non, toi tu vas aller en centre pour gérer ta colère. C'est donc comme ça que Chris Brown va être obligé de passer 3 mois en désintox et en centre pour la colère. Vous vous rappelez à l'époque, j'ai trouvé ça très spécifique. Il avait pris beaucoup de poids. Vraiment, et je pense pas que ce soit la bouffe qui était là-bas, c'est parce que je pense que quand on est sevré, pour les gens qui comprennent comment fonctionne la farine, quand tu es sevré, tu prends beaucoup de poids. Ça m'a toujours frappé parce que je l'ai plus jamais revu comme ça dans sa carrière. Il avait pris beaucoup de poids, mais l'une des choses qui est passée totalement inaperçue à la fin, à sa sortie, c'est qu'il nous a sorti le tube Loyal. Mais ce qui selon moi était encore plus important, c'était ce que le médecin avait dit sur Chris Brown. Parce que lors des 3 mois, on a eu le temps de l'analyser, de faire venir tous les psychologues, les psychiatres pour essayer de comprendre d'où venait l'éclair. Et ils vont dire à la fin, Chris Brown est bipolaire et souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Il faut qu'il prenne des médicaments, il faut qu'il soit suivi. Parce qu'en plus, la farine
aggrave son état. Sauf que Chris Brown est sorti de prison et nous tous, on a commencé à danser sur ce qui était, et je le confirme, l'un de ses meilleurs albums, X. Début 2018, une jeune femme se rend au service de police et reporte un acte qui s'est passé en 2017. Elle dit qu'elle était à une soirée, à un concert de Chris Brown. À la fin du concert, elle a été recrutée par un rappeur qui était un ami de Chris Brown, qui lui a dit « On garde ton téléphone, tu viens avec nous à une soirée ». La soirée, en gros, c'était une freak-off dans le manoir de Chris Brown. Il y avait des boissons alcoolisées et on lui a donné, Chris Brown avait de la farine pour tous ses invités. Et elle dit qu'elle a refusé de prendre cette farine-là, donc du coup, elle était normale. Et c'est pour ça que plusieurs personnes ont abusé d'elle. Le rappeur qui l'avait amenée a abusé d'elle, une autre femme a abusé d'elle, et Chris Brown aussi l'aurait touchée de façon totalement inappropriée lors de cette soirée. Oui, cette soirée vous rappelle la précédente vidéo parce qu'elle sonne trait pour trait comme ce qu'on décrit dans les fameuses soirées de Diddy. Et encore une fois, ça ne vous surprend pas parce que je vous ai expliqué que très souvent, ça se passait plus ou moins comme ça. I should have never been there, but Sage the Gemini raped me at his house. Chris Brown raped my friend when she was underage. Toujours est-il qu'elle fait cette déposition en 2018, mais ce n'est pas la seule. En 2018, elle est déjà au moins la 10e personne à accuser Chris Brown. Parce que la probation, la mise à l'épreuve de Chris Brown, le suivi qu'il a avec la justice s'arrête à partir de 2015. Et à partir du 5 mai 2015, c'est-à-dire que 3 mois après, il est accusé d'avoir frappé un homme dans un casino alors qu'ils avaient, selon le monsieur, une simple dispute. Le 2 juillet 2016, une jeune dame appelle la police. La police arrive sur les lieux et elle la trouve complètement tuméfiée. La dame, on lui demande ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle était dans la chambre d'hôtel de Chris Brown et qu'elle était à une soirée là-bas, encore une fois, avec pas mal de gens, et qu'elle a voulu prendre une photo. Elle avait encore son téléphone et donc du coup ça a complètement enragé Chris Brown, qu'il l'a pris, qu'il l'a encore une fois frappé, et c'est pour ça qu'elle se retrouve comme ça. Les policiers essaient donc de contacter Chris Brown et l'hôtel ne les laisse pas entrer parce qu'apparemment c'est un hôtel 5 étoiles. Et quand, selon le rapport de police, Chris Brown finit par quitter l'hôtel, là on les laisse entrer, mais il n'y a plus de Chris Brown. Et Chris Brown finira par répondre en voix de presse en disant que ce n'est pas de sa faute ce qui est arrivé à cette dame-là. Toujours est-il que la police va faire un rapport pour vol parce que la femme n'aura pas récupéré le téléphone et pour baston sur la jeune dame. Et toujours nous suivons l'éclair. Le 30 août 2016, quelques semaines simplement après cet événement-là, Chris Brown est encore accusé par une jeune dame qui était dans sa chambre d'hôtel d'avoir voulu la forcer à signer un accord de non-disclosure agreement, c'est-à-dire que l'accord qui dit qu'elle ne peut pas parler, elle aurait été forcée par une arme de le faire. Took the gun out like this, put it in my face and said, "Get the F out." I thought he was going to shoot me. I was getting a lot of hate mail from the fans saying, "Kill yourself, you're a snitch, you're a snake." Et c'est donc pour ça que la police va embarquer Chris Brown et il va être mis en garde à vue avec une caution de $250 000. C'est comme ça que petit à petit, Chris Brown va enchaîner. Je ne vous raconte pas ces histoires-là pour vous faire peur ou pour vous dire de détester Chris Brown. Je vous explique comment l'éclair de Chris Brown est suivi par le mainstream. En 2017, il y a la fameuse affaire Karrueche qui était sa petite amie de l'époque et qui là va sortir des textos absolument affolants où il la menace de mort, qui va la frapper un peu comme Rihanna parce qu'elle veut le quitter et finalement donc elle va avoir une ordonnance de restriction contre lui de 5 ans. Pendant 5 ans, il doit être très très loin d'elle, ce qui est aussi raconté dans la vidéo que j'avais faite sur l'affaire avec Quavo. Et donc Chris Brown, encore une fois, refait la une des journaux pour des problèmes de colère. Et si vous avez remarqué, au début, il n'y avait pas tant que ça des problèmes de colère. C'est à partir du moment où il est sans suivi de la justice américaine qu'on commence à revoir énormément d'affaires devant les tribunaux. En 2018, encore une fois, il y a une autre femme qui l'accuse de trafic sexuel, de coercition, qui sont des chefs d'accusation qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu la semaine dernière sur P. Diddy. Et en 2019, il y a la fameuse affaire de V à Paris. Il y a une femme qui dit qu'elle a été V par Chris Brown alors qu'il était dans une chambre d'hôtel ici. Vous vous rappelez qu'il a aussi été mis en garde à vue lors de cette affaire-là. Et là, je vous ai raconté l'essentiel, mais pas tout. En 2019, il y a 3 accusations contre Chris Brown de violence. En 2021, il y en a 2. Il y a aussi la fameuse affaire où on le voit étrangler une jeune femme chez lui. Et finalement, il va dire que non, on s'amusait, mais les gens étaient choqués parce que quand les images paraissent au début, on a l'impression que c'est vraiment sérieux. L'an dernier, en début d'année, il était à Londres. C'est son premier retour à Londres. Un homme lui a porté plainte parce qu'il dit que Chris Brown lui a frappé une bouteille de champagne sur la tête. Il y a aussi la fameuse affaire avec Usher et Teyana Taylor où effectivement Usher
Chris Brown et Teyana Taylor sont à l'anniversaire que Usher organise pour Chris Brown. Et finalement, ça se passe très mal parce que Usher aurait essayé en tout cas de frapper Teyana Taylor et ça a mis le froid entre eux tous. Cette année, encore une fois, le 22 juillet, c'était très récemment, il a été accusé par 4 hommes de les avoir violentés après les avoir invités en backstage de sa tournée. C'était le 22 juillet. Ils sont allés en backstage, les 4, et Chris Brown et son équipe les auraient frappés très brutalement pour prendre leur revanche. Parce que vous vous rappelez aussi que Chris Brown pense, en tout cas il dit, faire partie des Pirou, des Bloods, et donc du coup il a encore cette mentalité très ghetto de souvent menacer les gens qui, selon moi, colle aussi avec beaucoup de son entourage. Toutefois, dans ce lot d'accusations autour de Chris Brown, il y en a une en 2022 qui va quand même faire date. Ce jour-là, une femme se présente devant la police et elle raconte qu'effectivement elle a été vée par Chris Brown. Même procédé que la vidéo précédente et que cette vidéo vraiment. C'est-à-dire qu'il lui a fait boire de l'alcool, il lui a donné de la farine, elle était inconsciente et donc du coup, elle a cédé à Chris Brown dans cet état-là. Elle raconte ça à la police et effectivement, la police, de façon sérieuse, ouvre une enquête. On contacte l'équipe de Chris Brown, on contacte Chris Brown et elle fait venir ses avocats. Il se trouve donc que Chris Brown, quand il arrive, il va venir avec les textos. Et Chris Brown donc produit une série de textos dans lesquels, après leur rencontre physique, elle lui envoie plein de textos enchantés où elle dit « Babe, c'était génial. Babe, qu'est-ce que tu es en train de faire? Babe... » Enfin, elle fait plein d'éloges à Chris Brown et elle veut toujours le recontacter, elle veut continuer à parler avec lui. Quand les textos vont sortir et vont être publiés sur Internet, tout le monde a chanté du Dorothée. Et je sais que beaucoup de gens là se disent devant leurs écrans, oh non, voilà, c'est des menteuses, voilà une menteuse, donc du coup toutes les autres mentent. Mais en fait, vous n'avez toujours pas compris. Parce que le documentaire qui est annoncé nous annonce plusieurs personnes qui partent sous anonymat et apparemment l'une des fameuses personnes qui part sous anonymat est cette jeune dame. Alors que ses propres avocats avaient fait un communiqué et l'avaient abandonné quand ils ont dévoilé les textos. Toutefois, elle va quand même témoigner dans le documentaire. J'insiste sur ça parce que nous sommes aux États-Unis. Moi, dans plusieurs de ces affaires, j'essaie toujours de savoir où se trouve l'argent. Je sais que là, vous allez dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, je cherche toujours l'argent. Quand Cassia a fait sa plainte, c'était 3 jours après. J'avais fait la première vidéo quasiment qui avait été faite sur l'affaire à l'époque. 3 jours après, j'avais fait la vidéo sur Cassie et en vous disant que je la croyais tout de suite. Parce qu'en plus, je trouvais que sa plainte était vraiment un vrai résumé d'une vraie histoire. Et que l'argent dans sa plainte était limite une drogue comme une autre. Le fait qu'elle raconte que oui, bah en fait, j'avais tel bijou, j'avais tel machin, elle expliquait en fait l'engrenage dans lequel elle se trouvait au point de ne plus pouvoir en sortir parce que tout finalement dépendait de ça. C'était pas dans le sens pour la discréditer, je trouvais que ça donnait plus de crédit encore à la manière dont elle avait été persécutée et ça en rajoutait au fait que pour moi, quand j'ai fini cette vidéo, c'est très rare que je le fasse. Je vous ai dit, moi en tout cas je la crois. Pareil quand Leroy a fait le truc, je vous ai aussi dit, les gars, moi je n'y crois pas. Ça veut pas dire que DJ est innocent, mais là, je n'y crois pas. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on doit prendre un peu de recul. C'est pour ça que je ne fais pas plein de vidéos en vous disant Didi, Justin Bieber, machin. On connaît toutes ces histoires depuis des années, des décennies même parfois. Pas parce qu'on cautionne ou quoi que ce soit, mais parce que je préfère qu'on reste sur les faits et sur les chefs d'accusation, notamment sur le long terme, surtout dans cette ère où on a tout et n'importe quoi. Les gens mélangent tout, les gens ne comprennent même pas ce dont ils parlent et ils les mélangent. Et là, si vous comprenez que l'une des femmes qui va témoigner dans le documentaire de Chris Brown aurait été d'abord rebotée par la justice et lâchée par ses propres avocats parce que suite à leur rapport, elle envoyait plein de textos et que finalement ça prouvait que ce n'était pas non consenti selon en tout cas la justice américaine. En fait, si elle a été rebootée, j'estime que normalement elle n'est pas censée faire foi. Mais si elle passe dans un documentaire, ce que j'estime ne vaudra plus rien. Parce que les gens seront émus. Mais le truc encore plus pervers qu'on comprend avec l'affaire R. Kelly, où les jurés peuvent voir le documentaire et te condamner, c'est que finalement, le jour où Chris Brown se retrouvera devant un jury, les jurés, s'ils ont vu ce documentaire, auront déjà un a priori sur Chris Brown. Est-ce qu'on n'est pas petit à petit en train de dessiner le diable sur le mur? Et je sais que dans le cas de Didier R. Kelly, vous vous dites, il mérite absolument et tout. Et je ne vous contredis pas. Par contre, la manière dont vous êtes en train de vouloir les tuer, et vu comment ça va dans tous les sens, vous n'allez pas que les tuer eux, et je ne fais que vous le dire depuis des années, et j'ai l'impression qu'à chaque fois on repart sur le même discours. Par exemple, là on a vu que Didi a 120 nouvelles accusations. C'est un nouvel avocat qui a présenté 120 nouvelles victimes et il a mis un numéro vers aux États-Unis, c'est-à-dire que là tout de suite, vous-même vous pouvez appeler ce numéro et dire que vous avez été victime de Didi.
Et bon, je me suis dit, why not? Et j'ai vu quand même plusieurs présentateurs américains dire que c'était n'importe quoi. About Diddy situation, right? It don't need any more sauce on it. Like, it needs zero seasoning. He's pretty cooked either way, but it is, you mean to tell me a lawyer found 120 people, exactly 60 men and 60 women? Oh, it was more. They cut it down to that number. What's exactly 60 men and 60 women? The perfect balance of cheeks? Like, come on now. Come on. And then when you create things, when you say 1-800-Diddy Rate Me hotline, how do you expect humans to operate in good faith with something like that? Like, how can you go through those calls and pick who's credible? Talk about 20 years ago, I was in a club and he did it like it's... I don't even, I'm just saying, how do you know that these people are making accusations in good faith? Like, you think that you put a hotline out in this era to the World Wide Web, hundreds of thousands, probably millions of people calling, you think people ain't playing? Because you have to understand, how do you go through those things and pick who's credible and who's not? How do you get the job for the person that vets the diddler hotline? Like that, like, honestly, outside of the attorneys, they have to have help that do it. It's like, I don't know. What are the perimeters? The stories that's going to hit the press, the stories that people are going to talk about, that's 9 times out of 10 what they're going to take. It's just things like that which make it feels like it makes it, no, it does. It makes our judicial system a joke and it ruins the validity of folks with real accusations. Même le garde du corps de Diddy, qui est vraiment pas un fan de Diddy, l'ancien garde du corps, a dit que pour le coup, lui, il trouve que c'est un peu n'importe quoi. I'm gonna throw it out the window. I'm giving him the benefit of the doubt. I don't believe 120 people, he sexually assaulted 120 people. And they have these people as legitimate witness and legitimate cases against them. I'm gonna go with that, man. Yeah, and the same lawyer, he came out with a hotline for the victims. They got a hotline, bro? Yeah, it's a hotline you can call. I don't believe that shit. A hotline? My man, listen to me. Do they have a hotline or the federal government have a hotline? Because the federal government didn't have a hotline since FEMA. And nobody put a hotline out on the Catholic Church. Il y a 60 hommes et 60 femmes. Mais moi, ce qui m'a frappé dans le truc, et choqué comme beaucoup de gens, c'est le fait qu'il y ait des enfants, 14 ans, 15 ans, et un petit garçon de 9 ans. Et il y a une précision, c'est qu'ils ont dit que Diddy utilisait de la drogue pour cheval. Et franchement, je ne prétends pas tout savoir, mais j'ai lu toutes les plaintes sur Diddy. La plainte de Cassie, je crois qu'elle fait 76 pages. J'ai lu tous les documents sur Diddy, là, avec toutes les drogues. J'ai tout cité ici. J'ai jamais vu la drogue pour cheval. Je me suis dit, bon, je vais attendre que la justice américaine apparaisse, mais je sais exactement où j'ai entendu parler de la drogue pour cheval chez Diddy. Je sais exactement qui en a parlé. Et la personne qui en a parlé, c'était Jaguar Wright il y a 2 ans. It's a veterinary drug, it's a horse tranquilizer. Et donc, est-ce que ce n'est pas possible que, partant de ce truc qui était donc déjà sur internet, quelqu'un appelle, dise que oui, Diddy a drogué mes enfants avec de la drogue pour chevaux, l'avocat le prend et dépose une plainte civile. Plainte civile, je vous rappelle que ce n'est pas une plainte où Diddy est censé être condamné pour aller en prison. C'est une plainte de compensation financière. Donc du coup, l'avocat des 120 victimes demande une compensation financière, et pour moi c'est très important dans ce genre de cas. Et s'il le fait, vous allez vous dire oui, bah Diddy mérite, et limite là je peux être d'accord avec vous, mais il faut que ces gens soient condamnés exactement pour ce qu'ils ont fait, pas qu'on jette désormais l'opprobre sur tout le monde, et maintenant quand on a jeté l'opprobre, on essaie de trouver n'importe quoi pour pouvoir attacher le filet sur toi. C'est exactement ce schéma là qui est en train de se faire sur internet. C'est pour ça que vous les verrez déjà nombreux comme ça sur Beyoncé et Jay-Z. I have 3 victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. Alors que Garth Brooks, le chanteur de country, est accusé de V et il peut se défendre dans la justice. Vous avez défendu Johnny Depp. Il a eu l'occasion de dire voici ce que j'ai fait, voici ce que je n'ai pas fait. Marilyn Manson, avec tout l'aura qu'il a autour de le côté diabolique, vous l'avez laissé. Là, actuellement, je crois qu'il en a 16 accusations de V et il a payé 6 femmes. Et je ne vois aucune personne venir dire que Marilyn Manson doit aller en prison. En France même, je crois qu'il y a plus de 100 femmes qui accusent PPDA de V. Il y a une couverture médiatique quasiment taboue sur l'affaire. C'est très doux, quasiment personne n'en parle. Et en plus, il n'a pas le truc où il y a une hystérie totale qui l'empêcherait de se présenter ou alors de se défendre devant la justice. Tout le monde a le droit à la même défense. Et donc, comme je sais qu'on ne peut pas empêcher l'hystérie totale qu'on a sur Internet, je pense que malgré tout, au moins pour le futur, il faut faire très attention à ce qui sera documentaire et à ce qui sera rumeur et à départager ça des vrais faits que les gens ont commis. Parce que comme disait ma grand-mère, à force de dessiner le diable sur le mur, il va finir par apparaître. Et quand vous pensez que oui, ça va juste s'arrêter aux gens que vous n'aimez pas, c'est-à-dire que Jay-Z, R. Kelly, Diddy et tout, je pense que ce schéma-là, ce biais que vous avez et que vous refusez que vous d'avouer que vous avez, c'est pas grave en vérité. Mais en revanche, vu que vous l'avez et que nous l'avons tous, autant rester sur les faits. Même si la situation est grave, il faut garder un certain recul, ce qui ne veut absolument pas dire, je le répète une 10e fois, qu'on soutient une quelconque violence faite aux femmes, aux hommes, ou alors encore pire, aux enfants.
L'avocate Gloria Allred cette semaine a présenté une nouvelle victime de Diddy qui dit avoir été abusée en 2001 avec l'ex-garde du corps de Diddy qui d'ailleurs dément l'affaire. Mais en tout cas, elle l'a mise en exergue. Here in Carthay, where she sat next to her lawyer, her attorney, Gloria Allred. Today, Talia Graves spoke publicly for the first time about the aftermath of allegedly being raped in a Bad Boy Records studio. Cette même avocate était déjà la représentante de plusieurs victimes dans l'affaire R. Kelly. Attorney Gloria Allred. There was a VHS tape of what appeared to be R. Kelly sexually abusing children. Et donc cette même avocate suit Chris Brown à la trace depuis au moins 6 ans. C'est-à-dire que lors de l'affaire de Paris, c'est elle qui a fait le relais entre Paris et les États-Unis. C'est elle qui a parlé dans plusieurs médias de l'affaire en disant que Chris Brown n'est pas revenu à Paris, n'est pas repassé par la police. C'est un manque de respect. By failing to appear, as he had previously promised, Mr. Brown has demonstrated the utmost disrespect for France and the French legal system. Et elle a aussi représenté plusieurs clientes, notamment la fille de 2018, en disant devant les médias que c'était l'une des histoires les plus horribles qu'on lui avait jamais racontées dans sa carrière. This is one of the most horrific sexual assault cases that I have ever seen. Ceci pour vous dire que je n'affabule pas du tout quand je vous dis que en fait les affaires sont très similaires et se suivent. C'est-à-dire qu'elle est sur les 2 cas précédents et elle est déjà sur Chris Brown. Il manque juste qu'elle ait le moyen de mettre play. Pour dénoncer l'éclair malsain de Chris Brown. Ce qui est de bien avec l'histoire, chacun jugera, mais en tout cas pour moi dans mon cas précis, c'est qu'elle a le don de se répéter. C'est pour ça que je vous avais dit que les artistes noirs seraient plus touchés par le mouvement MeToo dès le départ. Dans la musique en tout cas, je vais parler de ça. Vous avez cru que je rigolais en vous expliquant qu'ils étaient plus sujets à ce genre d'accusation. Ensuite, je vous ai dit que l'affaire Diddy aurait pu arriver avant l'affaire R. Kelly. Vous avez dit mais de quoi il parle? Et finalement, on a eu l'affaire Diddy après celle de R. Kelly. Et ça fait des années que je vous dis que le cas de Chris Brown arrive. Je vais rassurer mon auditoire, notamment les personnes qui sont en mode non, Chris Brown n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ils n'ont rien compris de ce que j'ai dit dans cette vidéo. C'est-à-dire que c'est entré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Ils sont hermétiques. Je suis même sûr qu'ils ont déjà laissé les pires commentaires sous la vidéo. Regardez, je suis sûr qu'il y en a. Ou ils vont supprimer parce que je viens de dire ça. Mais je vais vous rassurer, il va rien arriver à votre petit Chris Brown pour le moment. Peut-être que je peux me tromper, mais je pense que le documentaire va sortir et que ça ira. Et c'est la grosse hypocrisie que je dénonce depuis le début. Un truc marrant sur Internet, c'est que personne n'en a rien à cirer des victimes. Eux, ils aiment voir les gens tomber. C'est d'abord par rapport au spectacle que ça offre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va créer des victimes en inventant des histoires, des ragots complètement fous. Et que derrière, il y a une vraie sexualisation des hommes noirs qui n'est pas dite. C'est-à-dire que quand ils sont beaux, jeunes, sexy et qu'ils les font encore rêver, bah en fait les femmes les protègent. Mais toujours. Quand ils arrivent à la cinquantaine, bah oui, là ils ont l'image du diable. Ils sont beaucoup moins sexy et donc du coup, tous leurs défauts peuvent revenir et devenir plus forts ou alors être attaqués par la génération d'après. Et le cas de Chris Brown est très frappant parce que rien que dans mes commentaires à moi, je dis dans mes propres commentaires, j'ai vu des femmes, alors qu'il y a quand même 6 accusations de V, au-delà de toutes les accusations de violence, sur ma page, il y a 90% des commentaires d'ailleurs comme sur internet partout sont derrière Chris Brown. Des femmes disent moi j'aurais bien aimé qu'il me vée. Une autre femme dit personne ne va toucher à mon mari, je le défendrai jusqu'au bout. Elles ont exactement le même comportement que les fans de R. Kelly et de Diddy il y a 10-15 ans, c'est-à-dire qu'elles les défendent tant qu'ils sont encore ce qu'elles aiment, ils leur fournissent du hit. Vous connaissez l'histoire de Geronda Pessis, c'est une grande fan de R. Kelly qui l'avait défendu de fou pendant son premier procès et qui est devenue esclave, pardon c'est pas drôle mon dieu, mais elle est devenue esclave sexuelle ensuite et donc du coup après elle est venue témoigner contre lui. Trainer is a woman and she trains you to please him sexually. Et en fait il y a ce truc là chez le public, c'est-à-dire qu'ils se disent pas là tout de suite ah Chris Brown a quand même beaucoup d'affaires. Peut-être qu'il est temps soit de lui parler, soit de le raisonner. Non, ils vont fermer les yeux en méprisant d'ailleurs parce qu'ils auront du mépris pour les fans de R. Kelly, de Diddy. Oh là là là, parce que c'est une autre génération. Donc du coup, ils vont leur faire la leçon. Mais vraiment, comment vous avez pu écouter ça, soutenir ça, alors qu'il y a des affaires depuis, sans comprendre qu'ils sont exactement dans la même prison. Et d'ailleurs, il y avait un truc intéressant dans le procès de R. Kelly, c'est que ses avocats se sont battus afin que les jurés soit des personnes qui n'aient pas vu Surviving R. Kelly. Finalement, il a perdu cette bataille. Ce que j'ai trouvé personnellement injuste. Parce que quand tu regardes Surviving R. Kelly, jusqu'au bout, à la fin, tu es quand même contre R. Kelly. Donc, c'était quand même des témoins en plus contre lui. Là, vous allez vous dire, non, 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 c'est bien fait pour lui et tout et tout. Mais peut-être que vous allez commencer à comprendre quand on va utiliser tous les documentaires qu'on fait là, lors du procès,
que le public, la manière dont réagit le public sur Internet est devenu malgré tout un argument dans la cour. Et ce n'est pas pour défendre leurs actes que je dis ça, qu'on soit très clair. C'est pour pointer votre hypocrisie et le double discours. Mais là où vous vous trompez, c'est que véritablement, vous n'êtes pas en train de le défendre. Vous êtes juste en train de lui rajouter quelques années de travail. Et j'avais déjà dit ça à un comédien que vous connaissez bien, parce que il est atteint de bipolarité et il a un trouble du comportement violent. C'est médical. Si c'est médical et que vous laissez quelqu'un qui est comme ça dans la nature, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est malade. Et c'est donc parce qu'il est malade qu'il reproduit des comportements toujours excessifs, brutaux. C'est une maladie. Il faut comprendre le traumatisme. En fait, Chris Brown, c'est un enfant qui a grandi avec un beau-père violent. Le beau-père battait la mère de Chris Brown. Vraiment, elle était ensemble, c'est horrible. Et c'est pas une histoire qu'il a racontée après l'affaire Rihanna, c'était avant l'affaire Rihanna qu'il avait confié à quel point ce fut difficile pour lui dans son enfance d'avoir ce beau-père qui frappait sa mère. Et sa mère même racontait à quel point Chris Brown, très jeune, venait lui dire tout le temps « je vais le tuer ». C'est-à-dire qu'il a appris très jeune à dire qu'il allait faire quelque chose qu'il n'était pas capable de faire parce que physiquement, il ne pouvait pas le faire. Et donc, du coup, il raconte même que certains soirs, il rêvait dans sa chambre d'avoir la force de pouvoir arrêter cet homme et défendre sa mère. Et je pense, comme le disent les médecins, qu'il a gardé ça en lui. C'est de là que viendrait, en tout cas, son premier trouble du comportement. Donc, je pense que le documentaire peut effectivement ébranler, encore une fois, l'image de Chris Brown auprès du mainstream qui est déjà sacrément ébranlé. Mais sa base fan, normalement, devrait rester plus ou moins coriace. Il peut y avoir d'autres accusations, d'autres plaintes, mais encore une fois, il en a déjà un max, en fait. Il en a déjà beaucoup, et il réussit quand même à continuer ses tournées, à vendre des albums. Ça ne l'ébranle pas encore, pour les raisons que je vous ai évoquées, mais... Et c'est exactement pour ça que j'ai fait le parallèle avec ce qui se passe actuellement et que je vous l'avais déjà fait avant. C'est qu'il tombera sur les mêmes argumentaires. Sauf miracle pour lui, il a 3 solutions. La première, c'est qu'il devient vraiment calme, doux. Il fait plus ou moins ce que je pense qu'il devrait faire. Changer d'image, sortir un album peut-être de duo avec des femmes pour pouvoir radoucir son image, changer complètement d'environnement. Et là, il peut plus ou moins passer à la trappe, même si je ne pense pas, je pense qu'à un moment ou un autre, on ressortira quand même ça. Soit dans une de ces bagarres, une bagarre à l'afro-américaine, quelqu'un finit par le planter ou lui tirer dessus. Et malheureusement, c'est fini. Soit, en fait, sur la fin, la troisième solution, c'est ce qui est arrivé aux autres. C'est-à-dire qu'au moins, il sera toujours très séduisant pour vous, voilà, parce que c'est votre idole, mais qu'il le sera moins pour la génération d'après, ou alors dans quelques années, 3-4 ans. S'il fait moins de hits et tout, ce sera plus facile de lui tomber dessus. Rappelez-vous que même pendant le Surviving R. Kelly, les fans de R. Kelly étaient en délire, remplissaient des stades aux États-Unis, et elles étaient toutes là à toucher ses parties génitales, pendant que l'autre génération leur disait, mais en fait, elles sont complètement folles. Parce que le schéma ne change pas totalement. Et c'est en regardant ça que je me suis posé la question de savoir, parce qu'on est aux États-Unis, mais en fait, où va l'argent ? Et je dis encore une fois que c'est un danger, ce truc où le documentaire passe et après tu peux devenir juré. 13 Surviving R. Kelly, dont le dernier qui vient de sortir, et maintenant c'est la fille qui a son Surviving R. Kelly, elle survit à son père et elle explique pourquoi c'est difficile d'être la fille de R. Kelly. Je trouve que ça commence à faire énormément de documentaires et que c'est un nouveau business parallèle. Et le danger, c'est que comme ça passe par les mois et que quand tu as fini de regarder un documentaire pareil et que tu peux devenir jury, t'as peut-être pas envie de voter contre la personne, c'est quand même un danger auquel il faut faire attention, surtout qu'encore une fois, ces documentaires sont ciblés sur une typographie précise d'artistes. Et je ne dis pas ça pour les plaindre parce qu'ils le méritent, mais on est en Amérique et l'Amérique est un pays profondément racial. Et moi, j'avais quand même vu le film sur Elvis Presley quand il est sorti et j'avais vu que vous n'étiez pas très ému. Vous n'étiez pas très ému de voir que c'est un film révisionniste qui ne parlait à aucun moment du fait que Elvis Presley était un ça ne vous a pas ému de regarder ce film du début à la fin. Je crois qu'il a fait plus d'1 million d'entrées en France. Et j'ai regardé Twitter à l'époque pour me dire, est-ce que... Non, il y avait personne. J'ai vu peut-être 2 féministes dire que voilà. En plein MeToo, on a quand même sorti un film sur un artiste, raconter sa carrière du début à la fin en éludant volontairement le fait qu'il était pédo pour ne pas nuire à son image. Donc il y a ce parallèle clair en Amérique de la double mesure qui est en train de tout ça et qu'il faut garder en mémoire avant qu'on ne parle de la prison. Mais pour le moment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la carrière de Chris Brown, de ses
problèmes qu'il a plus ou moins eu avec la justice, de ses problèmes de comportement qu'il a, du parallèle que j'ai fait avec la situation des autres artistes, parce que vous vous rappelez que tous ces artistes-là aussi sont des artistes pleins de traumas. Et c'est d'ailleurs pour ça que la façon dont on tombe dessus en disant diable ou pas diable, moi je suis contre le fait de dire que expliquer c'est cautionner, expliquer c'est comprendre pour ne pas refaire. C'est pour ça que là, on vient d'expliquer plus ou moins les traumas de Chris Brown, pourquoi il se comporte comme ça, mais à aucun moment, je vous ai dit que je ne cautionne qu'il frappe des femmes ou quoi que ce soit. Je vous ai donné mon opinion sur comment il se comporte, tout en vous expliquant aussi que le parallèle entre le fait qu'il ne soit pas traité comme les artistes blancs impacte en trame de fond, mais ça n'enlève pas le fait que si tu as commis quelque chose, bah en fait, tu tomberas, vu que tu es en Amérique, plus vite que les autres. I seen my mom deal with it, you know, firsthand, not from my father. My biological father, Clinton Maurice Brown, is a great man. You know, but her, a significant other at the time, my mother's significant other, he was a monster, animal, pure hatred, evil. I never hated somebody in my life. Like if I could kill him, I would. So I promised my mom one day. I said, look, Mom. I said, but when I get 15, I'm gonna kill him. Je comprends super bien ce qu'un petit garçon qui n'a pas pu défendre sa maman ressent, mais factuellement, il a besoin d'aide. C'est pas moi qui dis qu'il est bipolaire 2 et avec un PTSD. Et avant de finir cette vidéo, je vous redis une énième fois, toutes les dames là qui me regardent, les hommes aussi, mais je parle précisément aux dames. Vous voyez l'histoire qu'on vient de se raconter. C'est exactement comme l'histoire de Dr. Dre, dont on avait déjà parlé. L'histoire de Bertrand Cantat. Ne restez pas dans les relations où vous êtes maltraité pour les enfants. Je sais que ça peut être difficile comme ça de dire ça et que oui, c'est vrai qu'on veut voir nos parents grandir ensemble. Je peux comprendre ce que vous vous dites. Mais ça ne sert à rien sur le long terme. Aucun enfant au monde ne veut voir sa mère souffrir encore pire face à son père ou alors à son beau-père. Ça va créer que de la frustration chez beaucoup de ces enfants-là. Et en plus, vous-même, ça ne vous rend pas heureuse. Donc franchement, quand vous ne vous sentez plus à l'aise dans un foyer, partez parce que les enfants en pâtiront. Et les hommes qui me regardent, qui frappez sur vos femmes, déjà vous n'allez pas le faire. Mais en plus, en vous disant que vous aimez vos enfants derrière, ça ne sert à rien. Ça ne va faire que créer des traumas. Et vous avez vu, ce qui est très fort dans l'histoire de Chris Brown. C'est pour ça qu'en vérité, quand Stéphane parle, des fois ça me fait sourire parce que moi, en réalité, j'ai beaucoup de sympathie pour le petit garçon qu'il était. Je comprends exactement ce que c'est qu'un petit garçon qui souffre de ne pas avoir pu défendre sa maman à un moment. Mais factuellement, quand on regarde maintenant l'histoire, il est devenu comme le bourreau de sa mère. Il en est pas loin. C'est la dramaturgie de la chose. Donc, je trouve que, et on verra ça dans une prochaine vidéo, que tout ça remonte souvent, en tout cas, sur tous les personnages qu'on a cités, à l'enfance. Killed my soul a lot because I was the one thing I was running from. The label, the name woman beater is something I always say to somebody. You know what I'm saying? It scares me because that I would place that judgment on somebody. Marilyn Manson, encore une fois, a 15 accusations de viol. Je ne vois personne le traiter de diable parce qu'il a un public différent. Il y a aussi ce côté, même si certains vont vouloir le nier, où on aime, dans le public noir, le divertissement de voir la star tomber. Pourquoi ? Parce que même si vous ne le dites pas, beaucoup de vos commentaires le montrent, ça vous ramène à votre propre niveau. C'est-à-dire que vous vous dites que, en fait, arriver aussi haut de façon saine, ce n'est pas possible. Forcément, tu as fait quelque chose de pas bien. Et quand on te ramène là où tu t'humilies, en fait, tu te dis, je savais bien qu'il y avait quelque chose. Tous vos commentaires, quand vous dites que, oui, Black Excellence, c'était n'importe quoi, regardez Black Excellence, ça montre quelque chose. Quand vous ressortez les photos de Jay-Z, et d'ailleurs, c'est mon prochain chapitre, ça montre que ce que vous dites en vérité, c'est que pour être aussi haut, il faut forcément faire quelque chose d'autre que la normale pour être noir. Parce qu'encore une fois, même dans l'histoire d'Illuminati, la proportion d'artistes afro-américains est surréaliste par rapport à leur vrai poids dans l'industrie. Ce qui dit bien quelque chose de comment de nombreux noirs dans le monde se perçoivent. C'est triste, mais en tout cas, c'est une partie du spectacle qu'on a actuellement sur Internet. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fait que je vous ai dit que Chris Brown, pour moi, ne va pas tomber à cause de l'aura qu'il a encore. Et ses fans sont souvent en train de dire que oui, en fait, quand tu pointes le fait que Chris Brown ait frappé quelqu'un et tout, en fait, tu es méchant avec lui. Alors que moi, je pense que ses fans sont les pires choses qui pouvaient lui arriver. Parce que factuellement, vu qu'il est malade, vu que c'est médical et que vous voyez bien que dans la période de 2010-2015, il est un peu moins violent parce que les juges américains le suivent. Les gens qui le poussent à continuer comme ça, et qui le couvrent, lui font du mal. Et si le coup près tombe en 2024, c'est bien. Mais si ça tombe même dans 10 ans, c'est encore pire pour moi parce que je me dis que ça veut dire que tu auras travaillé tout ce temps-là, tu auras continué à travailler, en continuant à te croire le roi du monde et un jour, on va te dire, allez, vas-y, à la niche, ce sera terminé. Bref, n'hésitez pas à donner tous vos commentaires, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne.
Et je vous retrouve très vite, bien sûr, si vous êtes toujours là, pour une nouvelle vidéo. Même si c'est vrai que nos vidéos en ce moment sont assez dures, en fait. Même moi, c'est l'ère du moment, on va dire ça comme ça. On aura d'autres ères.